Sikika. Votre filament... Déshydratant pour sèche-linge. Votre filament est humide et l'humidité est correcte. Hygroscopique. Séchoir humide. Filament qui s'étire... Arrêté dès la minute où je me suis lancé dans l'impression 3D, j'ai l'impression d'avoir entendu parler des horreurs du filament humide. En parcourant Reddit ou des groupes Facebook, on pourrait penser que, littéralement, tous les problèmes possibles de qualité d'impression sont d'une manière ou d'une autre liés au filament humide. Bon sang, probablement l'un de mes premiers achats d'accessoires d'impression 3D était une boîte pleine de sacs sous vide et une pompe à vide USB. Malgré le fait que je n'avais que 5 rouleaux de filaments, aucun d'entre eux n'étant réellement hygroscopique. Et bien que je sache que tous les filaments absorbent une certaine quantité d'humidité, ils n'absorbent pas la même quantité au même rythme. De plus, chacun d'eux ne sera pas également impacté par ladite humidité. Et pour être honnête, mon expérience personnelle a parfois été en conflit avec beaucoup de ce que j'ai vu en ligne. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre à cette question une fois pour toutes. Quels filaments nécessitent réellement un séchage et lesquels ne valent pas la peine de consacrer du temps, des efforts et de l'électricité pour sécher afin de rester honnête et de garder ma paresse à distance. À la fin de cette vidéo, je présenterai mon travail à Stéphane de Commande Numérique par Calculateur Kitchen, le maître des tests de résistance des impressions 3D, et lui demanderai de me noter, ce qui est toute la motivation nécessaire pour être minutieux. D'accord, plus minutieux que je ne le serais normalement. Allons-y. Heureusement pour vous tous, j'ai un avantage unique sur beaucoup d'autres merveilleux créateurs de contenu d'impression 3D là-bas. Non, je ne suis peut-être pas le plus rigoureux scientifiquement, ni le plus expérimenté, ni le plus intelligent, ni même le plus drôle. Mais je vis à Tel Aviv, où l'humidité moyenne est d'environ 75% presque toute l'année. Je suis aussi beaucoup plus paresseux que la plupart d'entre eux, et je laisse régulièrement mon filament partout, absorbant l'humidité. Le résultat final est que j'ai des centaines de rouleaux de pratiquement tous les types de filaments connus de l'homme, tous en assez mauvais état. Quoi qu'il en soit, la configuration pour cette vidéo est assez simple, du moins c'est ce que je pensais. Nous allons imprimer des échantillons de chaque type de matériau avant et après séchage, en utilisant à chaque fois le même G-code exact. Ensuite, nous les comparerons visuellement. Enfin, nous les briserons sur mon testeur de résistance à la traction fait maison que vous voyez ici à l'arrière, et nous examinerons ensemble les résultats. Au fait, je dois un grand merci au créateur de contenu Robert Cowan pour son design de testeur de résistance à la traction, que vous verrez que j'utilise avec quelques améliorations. C'est simple, facile à construire et efficace pour la plupart des matériaux, bien que j'ai trouvé ses limites, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Voici quelques autres avertissements concernant mes méthodes. Premièrement, je ne vais pas casser plus de 5 échantillons de chaque type dans chaque orientation. Donc, bien que mes résultats aient été étonnamment cohérents pour la plupart des matériaux, ils ne vont pas être super statistiquement significatifs. Après tout, il faudrait vraiment casser plus de 30 de chaque type pour même effleurer la surface de la véritable signification statistique, et je n'ai pas ce genre de temps ou de patience. Franchement, je suis surpris d'avoir fait autant et aussi minutieusement que je l'ai fait. En vérité, je suis beaucoup plus intéressé par l'impact esthétique du filament humide puisque je n'ai presque jamais de problème avec mes impressions qui se cassent. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de suivi avec des tests de résistance plus rigoureux et un meilleur équipement. Une dernière remarque importante sur ma méthodologie de test avant de commencer. Parce que je n'ai pas un testeur de résistance assez puissant, comme vous le verrez certainement bientôt, je n'utiliserai pas les crochets de test que Stéphane utilise et mes résultats ne peuvent donc pas être comparés à ses résultats de résistance. Au lieu de cela, je vais en fait utiliser le design de Robert Cowan, mais je vais les imprimer avec une buse de 0,4 mm, 2 périmètres, 3 couches supérieures et 3 couches inférieures, et un remplissage gyroïde de 10%. Pour gagner du temps, j'utiliserai plusieurs imprimantes, mais la même pour chaque type de matériau, humide et sec. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui nous importe vraiment ici, ce sont les forces relatives. Après avoir expliqué ma méthodologie et l'obtention de mes données, passons à l'impression.
Comme mentionné, ce qui m'intéresse le plus sont les différences visuelles entre le filament humide et sec. Alors tout d'abord, commençons par des comparaisons côte à côte de chacun des filaments que j'ai testés avec le filament humide à gauche et le filament sec à droite. Cela vous familiarisera également avec la longue liste de filaments que nous avons testés afin que vous puissiez prêter une attention particulière à ceux qui vous intriguent lorsque nous passerons réellement au test de résistance. En examinant ces résultats, les conclusions semblent évidentes. Les seuls filaments qui sont sensiblement affectés, du moins en ce qui concerne l'esthétique, sont le PETG, le TPU et les nylons. PLA, ABS, ASA, vous n'avez probablement pas besoin de vous soucier du stockage ou du séchage dans la mesure du raisonnable. Si votre filament se désintègre et s'effrite dans vos mains, peut-être que c'est trop vieux. Mais qu'en est-il de l'invisible Force. Pour cela, nous allons devoir briser beaucoup d'échantillons. Alors c'est parti. Je suis une flèche, 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 flèche. Parfait, voyons les résultats. ChatGPT et moi avons analysé les données, créé des tableaux croisés dynamiques et réalisé des graphiques à partir de ces tableaux. Au départ, je comptais présenter mes données non seulement en newtons et en kilogrammes, mais aussi en newton-mètres et en mégapascales, mais après avoir cassé plus d'échantillons que je ne voudrais l'admettre, j'ai finalement réalisé que mes calculs pour ces échantillons étaient faux. Alors que Stéphane et d'autres obtiennent généralement des valeurs dans les 60 MPa pour le PLA, les miennes étaient dans la vingtaine. Heureusement, j'ai compris mon erreur. Essentiellement parce que mon dispositif de test n'est pas solide. Comme je l'ai dit auparavant, j'avais choisi de ne faire que 2 périmètres et 3 en haut, 3 en bas. Donc, la section transversale était vide dans mes échantillons horizontaux. Donc malheureusement, j'étais trop avancé dans les tests pour recommencer, donc je n'ai pas de moyen précis de calcul pour MPa ou NM. Mais encore une fois, je ne suis pas trop inquiet car ce qui compte vraiment, c'est la force relative du sec par rapport à l'humide. J'ai utilisé le même code G pour tous. J'espère que Stéphane ne me pénalisera pas trop pour mon erreur de débutant. Je vais chercher une place et on reverra les résultats ensemble. Bienvenue dans mon bureau à domicile. J'ai vraiment besoin d'un vrai bureau dans le studio. Si votre entreprise de bureau debout peut expédier en Israël, contactez-moi. Quoi qu'il en soit, regardons nos données. Vous pouvez voir ici que j'ai rassemblé tout un tableau. Nous arriverons aux valeurs de lecture dans un instant et j'ai simplement marqué tout. J'ai marqué, vous savez, chaque matériau, humide vertical, sur quoi il a été imprimé, humide horizontal, sur quoi il a été imprimé. Comme je l'ai mentionné précédemment, tous les mêmes types de matériaux ont tous été imprimés sur les mêmes machines. Donc tout le PLA a été imprimé sur un A1 mini, tout le PC sur un P1S, tout le PETG a été imprimé sur un Mark 4S Prusa, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En réalité, tous les composites en fibre de carbone ont été fabriqués sur le K2+. Tout type de nylon sans fibre de carbone a été entièrement réalisé sur le P1S, et ainsi de suite. J'ai ensuite pris les échantillons. Pour la plupart d'entre eux, j'ai fait 5 échantillons quand j'ai pu les briser, mais pour certains, je n'avais pas beaucoup d'échantillons.
Et ensuite, j'ai obtenu la moyenne en newtons, la moyenne en kilos, puis la moyenne en newton-mètre et mégapascal, mais ces valeurs sont probablement pas correctes à cause du problème que j'ai mentionné précédemment avec le fait de ne pas remplir entièrement le formulaire. Quoi qu'il en soit, regardons les résultats. Je veux commencer par la verticale, car je pense que ce sera le plus intéressant. Vous pouvez voir ici que nous avons chaque matériau différent. Un grand merci à ChatGPT pour m'avoir aidé à créer ce magnifique tableau croisé dynamique qui a organisé toutes mes données. Nous pouvons simplement passer en revue les matériaux ici. Pour Bamboo Lab PETCF, vous pouvez voir dans le vertical une différence dramatique, une différence de 170,84% en force. Pour InsLogic ASA, 5,35%, c'est probablement une erreur d'arrondi ou une sorte de variance statistique. Cela pourrait probablement n'être rien. Pour InsLogic PETG Pro, une différence de 228,71% fait une énorme différence pour sécher votre PETG Pro. Mais pour InsLogic PLA, une différence négative de 2,1%. Encore une fois, une erreur d'arrondi, vous savez, statistique. Il y a un terme, mais le terme ne me vient pas. Pour InsLogic TPU, encore une fois, dans la verticale, énorme différence. 113,5, mais pour le plat mat, eh bien, c'est 40 de différence, donc c'est significatif. Pour le Polylight ABS, moins 1,48, c'est une erreur d'arrondi. Pour le Polymaker PETG, cependant, il y a environ une différence de 15% entre sec et humide. Encore une fois, je ne vais pas trop entrer dans les valeurs réelles ou même nécessairement comparer les valeurs entre le Polymaker PETG et l'InsLogic PETG, car ce qui nous intéresse vraiment, c'est la différence de résistance de chaque matériau ou l'augmentation de la résistance en fonction de s'il est sec ou non. Sans surprise, le PC présente une différence de 33,58%. Et je tiens à noter que c'est du Polymax PC, qui est un mélange de PC à ma connaissance, pas du PC pur. Le PC pur pourrait même être plus loin. Faites-moi savoir si vous voulez que je teste ça dans une vidéo future. Pour le PLA Polytera, j'ai constaté une diminution de la résistance. Polytera est un PLA mat, ce que j'ai trouvé intéressant, mais cela pourrait simplement être dû à la variance dans les échantillons ou à la manière dont j'ai testé. C'était l'un des premiers que j'ai testé, et je travaillais encore à faire en sorte que tout se déroule sans accroc. Je ne conclurai pas trop vite que l'humide était en fait plus résistant que le sec. Et puis pour le PLA de Sliceworks, 7%. Encore une fois, ce n'est pas significatif et pourrait simplement être dû à ma méthodologie de test. Mais pour EZPA, et encore une fois, c'est un autre de ces mélanges de Sonlu dans ce cas, EZPA a connu une différence de force de 60%, et c'est significatif. Et j'imagine que pour du nylon pur, ce serait encore plus. Dites-moi si vous voulez que je teste cela à l'avenir. Pour le Sunlu PA12 CF, le PA12 est connu comme le plus hygroscopique de tous les nylons et il a vraiment fait honneur à cette réputation. 1750,75% de différence plus forte entre l'état humide et sec. Donc, le sec est dramatiquement plus fort. Vous pouvez voir à quel point le mouillé était faible. Oups, je n'aurais pas dû double-cliquer là-dessus. Si je vais aux valeurs réelles, vous pouvez voir que le truc mouillé était juste terrible. Vous avez vu ça dans le Benchy. Je veux dire, le truc mouillé s'est juste effondré. Il s'est juste effondré. C'était plus faible que le PLA. Donc oui, le nylon PA12, en particulier le PA12CF, doit absolument être séché, et le PA6CF est connu pour être moins hygroscopique, mais reste assez hygroscopique. L'un des plus hygroscopiques de mes tests, il était plus fort de 81%. Maintenant, passons rapidement à l'horizontale. Tout de suite, vous verrez que beaucoup d'entre eux n'ont aucune différence de pourcentage. Et c'est parce que, malheureusement, nous avons trouvé les limites de mon banc d'essai. Et il y avait beaucoup de matériaux que, horizontalement, je n'ai pas pu briser du tout. Le PETCF y était inclus. Le EZPA en était un autre. Le TPU n'a pas cassé pour des raisons assez évidentes. Aucun objet contenant du nylon PA, PA12 ou PA6 n'a pu se casser. Désolé. Si cette vidéo réussit, je construirai peut-être un meilleur banc d'essai
plus proche de celui de Stéphane de commande numérique par calculateur Kitchen pour refaire certains de ces tests. Je n'en ai pas vraiment envie, mais peut-être que nous allons nous pencher sur ceux qui ont cassé ici. Encore une fois, la différence est négligeable pour l'ASA. Vous pouvez voir moins de 3% de différence entre fort et sec. Je l'attribuerai à une sorte d'erreur de variance statistique ou quoi que soit le terme. Commentez ci-dessous si vous connaissez le terme auquel je pense. Pour PETG Pro, plus fort, mais pas la différence que nous observions avec les échantillons verticaux, 21%. Encore PLA, 5.4. Peut-être que c'est un peu plus fort pour le InSLogic normal, pas le Plamat, mais 5.4 pourrait toujours être une erreur d'arrondi. Cela pourrait encore être parce que je n'ai pas testé autant d'échantillons. Je n'ai pas testé 30 de chaque échantillon. Pour le PLA mat, encore une fois, moins 20.36. C'est un peu louche. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il est possible que j'ai peut-être un peu fondu le filament et l'ai endommagé. J'admets que j'ai séché ce filament à un rythme plus rapide et avec du nylon, juste plus court. Donc, j'ai peut-être réellement endommagé la structure cristalline du PLA mat. Pour Polylite ABS, encore une fois, moins 2%. C'est une erreur d'arrondi. Pour Polymaker PETG, cela m'a surpris. Je dois admettre que je n'ai pas stocké le PETG aussi longtemps. Il était dehors, sous un rebord de fenêtre pendant quelques jours, ce qui suffit généralement pour absorber. Mais aussi, je l'ai séché sur une période de 4 heures, pas 6 ou 8 heures. Et ouais, presque aucune différence de force. Peut-être que je dois retester le PETG de Polymaker. Polymax PC m'a aussi surpris. Ce rouleau est resté de côté pendant de nombreuses semaines. Malgré l'absence de chaleur estivale en Israël en ce moment, j'étais assez certain qu'il avait absorbé beaucoup d'eau. Il n'était que 3% plus fort à l'horizontale. Maintenant, la verticale, encore une fois, ça a fait une grande différence. Donc je pense peut-être que le PC n'est pas autant affecté dans les horizontales. Polytera PLA, pratiquement aucune différence. C'est une erreur d'arrondi. Sliceworks PLA, encore une erreur d'arrondi. Donc vraiment, le grand point à retenir ici, les horizontales ne sont pas presque aussi affectées. Et nous le savions en quelque sorte, n'est-ce pas, Impeager? Nous savions en quelque sorte que le problème avec le filament saturé d'eau est que des bulles se glissent entre les couches et ruinent l'adhérence des couches. Si quoi que ce soit, je suis surpris que certains d'entre eux aient même été affectés du tout. Si vous êtes intéressé à approfondir, je vais aussi publier ce tableau sur mon YouTube pour mes membres et mes supporters Patreon. Maintenant, je sais que certaines personnes auront sauté à la conclusion de la vidéo, donc si je devais donner une sorte de résumé rapide de mes données, ce serait ceci. Oubliez ce que vous lisez en ligne. Ne vous embêtez pas à sécher le PLA, l'ABS ou l'ASA. Je veux dire, à moins que vous n'ayez de très clairs problèmes et que cela soit devenu super fragile et laid, vous êtes bien. Mais d'un autre côté, vous devez sécher à peu près tout le reste. Donc ouais, pas de grande révélation ici. Vous le saviez peut-être déjà, du moins je le savais par expérience, mais, et peut-être est-ce moi qui veux justifier comme 2 semaines de test, je pense toujours que cela valait la peine de faire l'exercice, surtout si cela empêche les gens de stresser à propos du stockage de leur PLA, ABS et ASA dans des boîtes sèches ou de gaspiller de l'énergie pour les sécher. Après tout, si vous cherchez ce type d'informations en ligne, vous en concluriez certainement que l'ABS doit être séché, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Cela dit, il y a eu un certain nombre de leçons et de conclusions vraiment surprenantes que je tiens à souligner sans ordre particulier. Premièrement, que le PLA est vraiment faible, en particulier son adhérence entre les couches. Je veux dire, je savais qu'il était plus faible, et c'est pourquoi je n'imprime pas tout avec, juste la plupart des choses. Mais je n'avais aucune idée qu'il était à peine la moitié aussi résistant que le PLA normal. Et c'est une bonne transition vers ma deuxième leçon surprenante, qui est que le PLA normal est vraiment, vraiment fort en ce qui concerne l'adhérence entre les couches. Au début, j'ai effectivement douté de mes résultats, mais non, je suis revenu et j'ai testé à nouveau, et oui, il est vraiment aussi fort entre les couches, et je ne le savais pas. Troisièmement, et cela n'est probablement pas une grande surprise, mais le nylon est fort, particulièrement horizontalement. En fait, je n'ai pas pu briser quoi que ce soit avec du nylon dedans du tout horizontalement. Et enfin, j'ai appris que tout le PETG n'est pas créé égal, et que certains se comportent mieux que d'autres. En fait, j'ai laissé du Prusaman et du PETG Polymaker dans une pièce humide pendant littéralement des jours.
et il ne s'est toujours pas comporté comme ça. Alors que le PETG Prodins Logics a facilement et rapidement montré les types de problèmes que j'associe normalement au PETG. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'ils y mettent un additif pour en changer les propriétés ou le rendre plus résistant d'une certaine manière, mais peut-être que je dois réévaluer ma haine de longue date du PETG. Peut-être. Mais maintenant, il est temps de voir ce que Stéphane a à dire. Est-ce même du travail de niveau C+? Je l'ai donc appelé pour lui expliquer ma méthode de test. Je lui ai montré mes résultats. Je suppose que ma conclusion était que le séchage de tout est important pour la verticalité, presque exclusivement. Vous savez, l'adhérence des couches, de 20% du côté le plus bas à 1750% du côté le plus élevé. Et un peu de tout entre les deux. Je pense que vous pouvez définitivement voir une cohérence, et la cohérence en termes de cela, comme chaque échantillon que vous avez imprimé, humide était plus faible que celui que vous avez imprimé sec. Donc je pense que cela confirme définitivement la conclusion qu'il y a un impact certain. Je ne sais pas quelles autres variables vous avez changées. Alors, avez-vous d'abord imprimé vos échantillons humides, puis simplement séché tous les filaments, et ensuite, les avez-vous réimprimés exactement avec le même code G? Exactement, le même code G. Oui, donc il devrait y avoir quelque chose à ce sujet. Et il y a une raison pour laquelle, comme dans le traitement professionnel des polymères, les matériaux doivent... Le séchage cause la dégradation du matériau et affecte la stabilité du processus. Et si vous voulez avoir comme des pièces fonctionnelles solides, je pense que le séchage est essentiel, et plus les matériaux deviennent techniques, plus il est généralement nécessaire de sécher le matériau basé sur... En fonction de tout ce que vous voyez, si vous deviez évaluer le travail que j'ai fait ici, la configuration, la rigueur de la science, quelle est ma note honnête? Sinon, est-ce que ça t'a donné un genre de B+? Je le prends. Je pense que c'était gentil. Exactement. Comme j'aurais essayé prendre un matériau directement sur l'étagère, imprimer un échantillon, sécher le rouleau, l'imprimer à nouveau avec exactement le même code G. Le fait que vous ne pouvez pas comparer les mégapascals n'est pas, je pense, un énorme problème dans ce cas, car vous avez les mêmes échantillons, vous devriez avoir la même surface. Donc ce genre de choses, ce n'est rien qui devrait avoir un impact, et ensuite juste comparer les forces, et c'est totalement légitime. Franchement, j'en suis plutôt satisfait. C'était ma toute première tentative de ce genre de test scientifique que beaucoup d'autres chaînes que j'admire font régulièrement. Et je pense que si j'ai retenu quelque chose, c'est à quel point ces gars travaillent dur pour faire ce genre de recherche pour nous tous. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, envisagez de soutenir Stéphane, Igor de MyTechFun ou James de Cloud42 avec un super merci, ou même en rejoignant leurs adhésions YouTube. Je mettrai des liens dans la description. Quant à moi, malgré le travail que cette vidéo a représenté, je serai de retour assez rapidement avec une autre encore plus rigoureuse et laborieuse, et